Contente d'être là, puis je voudrais avant toute chose remercier déjà les organisateurs de m'avoir invité et aussi remercier tous les autres intervenants qui ont parlé depuis ce matin parce que j'ai appris voilà, enfin, je trouvais que les discussions et les présentations étaient très stimulantes et très riches, donc voilà, déjà merci à tous. Et je vais remercier encore plus particulièrement l'intervenant précédent parce qu'il m'a, d'une part, il a montré que j'avais eu les honneurs de la télé il y a quelques années, et donc il m'a aussi permis de gagner un peu de temps sur ma présentation, donc ça aussi ça fait plaisir. Donc voilà, donc comme il vient d'être dit, je suis biologiste de formation, je travaille maintenant dans la recherche en biologie et dans le champ de la biologie évolutive, mais au cours de ma carrière, j'ai travaillé comme enseignante dans l'enseignement secondaire à l'Institut Franz Fischer, et donc Omar et Zakaria, qu'on a vus à plusieurs reprises, étaient mes élèves. Donc ce film a été tourné dans ma classe. Et voilà, c'était une expérience vraiment aussi très riche, et c'est de cela dont je vais vous parler aujourd'hui plus particulièrement. Oui, donc le plan, simplement pour vous dire un petit peu ce dont je vais vous parler. Donc je vais d'abord planter le décor de l'Institut Franz Fischer, des élèves que j'ai eu l'occasion d'y rencontrer, que je remercie aussi d'ailleurs, parce que ça a été des rencontres vraiment passionnante. Et ensuite, je vais évoquer deux anecdotes, deux situations qui se sont posées dans mes classes par rapport à l'enseignement de la théorie de l'évolution, et en particulier cet épisode avec Omar, dont vous avez eu droit à la preuve filmée, je vais dire, de comment les choses se sont passées à un instant T. Maintenant, évidemment, c'était dans ma classe, et je vais peut-être vous raconter ce qui s'est passé avant, et puis aussi ce qui s'est passé après, parce que là, vous avez eu un snapshot, et donc c'est évidemment intéressant de remettre ça dans son cadre plus large. Et enfin, donc après, je vais peut-être un peu déplier ce que ces anecdotes, ce que cette expérience me suggère sur l'interprétation du pourquoi, du comment ça se passe comme ça éventuellement dans les classes, et puis éventuellement sur des pistes sur lesquelles je vais pas m'étaler, parce qu'en réalité il y a énormément de choses déjà qui ont été dites aujourd'hui, et je vais pas les répéter outre mesure, bien que la répétition, paraît-il, est utile à l'apprentissage, mais je pense que vous êtes au-delà de ça tous et toutes. Voilà. Alors, en préambule, je voudrais resituer un petit peu la problématique, donc et repartir du titre du colloque d'aujourd'hui. On parle donc de théorie de l'évolution et croyance, le choc. Alors, en réalité, ce dont je vais vous parler, ce n'est pas d'un choc. Pour ma part, je n'ai pas vraiment vécu de choc. Et comme je dirais, plusieurs intervenants l'ont dit, finalement, moi, je n'ai jamais eu dans mes classes de confrontation violente avec mes élèves sur ce sujet. Je n'ai jamais eu personne qui s'est levé, qui s'est fâché, qui a crié, qui est sorti en claquant la porte. Et je n'ai jamais eu non plus de collègues, de témoignages directs que ça se soit produit. Donc, j'ai beaucoup entendu dans les écoles à Bruxelles, etc., etc. Donc, l'Institut Franz Fischer, c'était à Schaerbeek, vraiment quartier populaire, etc. Dans les écoles à Bruxelles, il n'est plus possible de. Par ailleurs, ça ne correspond pas à mon expérience personnelle, et donc je n'en parlerai pas. Je n'ai jamais vu ça. Est-ce à dire qu'il n'y a aucun problème par rapport à l'enseignement de la théorie d'évolution? Bien entendu, non. Mais à la place de choc, j'en parlerai de friction, de tiraillement, et puis d'éventuelles nécessités de bricolage et de la part des élèves en particulier, sur comment agencer leur apprentissage des sciences, et singulièrement de la théorie de l'évolution, et leurs croyances, en particulier croyances religieuses. Voilà, donc, pour revenir donc sur la présentation du décor, donc l'Institut technique et professionnel Franz Fischer est un institut communal, technique et professionnel, situé à Schaerbeek, et c'est une école dont on dit parfois que c'est une école poubelle, dans le sens où c'est une école qui accueille des gamins, ou des jeunes gens, parfois des jeunes adultes,
qui sont passés par toute une série d'écoles avant d'arriver là. C'est rarement un premier choix. Et donc les enfants, les jeunes, quand ils arrivent là, ont souvent doublé une fois, 2 fois, 3 fois. Et donc les élèves que j'avais en fin de secondaire avaient un âge qui pouvait aller entre 17 et 24 ans. La plupart des jeunes filles que j'avais dans ma classe étaient mamans. Je veux dire, c'est un public effectivement très particulier. Presque tous étaient issus de ce qu'on appelle l'immigration, bien que la plupart d'entre eux avaient la nationalité belge, donc ils étaient nés en Belgique ou étaient arrivés en Belgique très jeunes. Et les quelques, entre guillemets, belges de souche qui se retrouvaient là-dedans, ils étaient très peu, étaient des gamins qui étaient souvent issus de milieux très populaires, avec des parents, qui avaient peu de ressources et d'un milieu socio-culturel, certainement pas des gens qui tenaient les rênes du pouvoir dans cette société. Et donc, c'est évidemment issu de l'immigration, je dirais, on fait la distinction, on parle ici des immigrés pauvres, et moi je ne parle pas évidemment des immigrés riches qui peuplent aussi notre capitale, mais qu'on a l'habitude d'appeler plutôt des expats. Mais bon, voilà, ça c'est un aparté, et qu'on ne retrouve pas donc, dans ces écoles. Alors, comme je deviens de moins en moins jeune, parce que par rapport aux images qui ont été tournées, j'ai 10 ans de plus, et donc j'ai de plus en plus de mal à lire mes notes, mais ouais, ça aussi. C'est vraiment génial, merci beaucoup. Oui, mais après, je ne vous vois plus. Alors, oui, voilà. Donc, je voulais en venir aux 2 anecdotes dont je voulais vous parler aujourd'hui. Donc, la première anecdote, donc je reviendrai sur Omar et Zakaria, qui était l'autre garçon qui était assis à côté de lui après. Je voulais vous parler d'une première situation qui se passait dans une classe un peu différente. Donc, cette première situation, c'est dans une classe de jeunes qui étaient, je pense, en 4e ou en 5e, technique tourisme. D'accord? Donc, je donnais cours de sciences et je leur donnais 1 heure de cours de sciences par semaine. Donc, ils n'avaient pas physique, chimie, bio. Ils avaient au total 1 heure d'éducation scientifique par semaine. Et cette heure d'éducation scientifique par semaine que ces jeunes en section tourisme avait lieu la dernière heure du vendredi. Donc, vous pouvez déjà imaginer le tableau. Ces jeunes, et c'était essentiellement des jeunes filles en section tourisme, non pas qu'il n'y ait pas des garçons inscrits, mais en général, en dernière heure du vendredi, ils n'étaient pas en cours. Voilà. Donc, je les voyais très rarement. Donc, j'avais surtout des jeunes filles qui sont un tout petit peu plus scolaires et qui venaient quand même à l'école. Mais bon, je dirais venaient à l'école, mais c'est vrai qu'après, à captiver leur intention pour un cours de sciences, le vendredi en dernière heure, alors que c'est le moment de planifier le week-end et de savoir ce qu'on va faire après et qu'est-ce qu'on va faire demain, où est-ce qu'on va aller faire du shopping, etc. C'est un peu compliqué parfois. Mais enfin, tout ça se passait sans acrimonie. De temps en temps, je me fâchais un coup et puis elles râlaient un peu quand je leur disais de ranger leur GSM, que non, je ne croyais pas que leur grand-mère ou leur 7e grand-mère était décédée et qu'il fallait absolument qu'elles appellent leur maman, des choses comme ça. Bon. Mais en gros, c'était les seuls points de friction que je pouvais rencontrer avec elles. Et donc, une après-midi, je leur annonce qu'on va travailler sur la théorie de l'évolution. Et à ce moment-là, silence. Chose qui n'arrivait jamais dans cette classe, c'était jamais silencieux. Mais donc, tout d'un coup, silence. Les bavardages s'arrêtent, la planification des événements du week-end manifestement passe au second plan, et donc je vois tout d'un coup tous les regards tournés vers moi, et avec un peu genre qui va se lancer, qui va dire quelque chose, et à un moment donné il y a une jeune fille qui lève la main, parce qu'elles étaient quand même très, très polies, et très respectueuses aussi, qui me dit très gentiment, mais écoutez madame, mais quand même... vous comprenez, quand même pour nous, ça va pas poser un problème, quand même ça peut nous poser un problème, vous comprenez l'évolution, nous, et en gros elle s'arrête un peu là, elle savait pas très bien comment dire ce qu'elle voulait dire, mais, et donc, la seule chose que je pouvais faire, c'était d'affronter la question, et de dire, bon écoutez, alors je voudrais lever l'ambiguïté, si j'interprète bien ce que vous me dites, votre problème, c'est que vous avez peur que l'enseignement d'évolution soit en conflit avec peut-être des croyances religieuses, et que vous vous retrouviez à devoir faire le choix, de l'un contre l'autre, etc. Et oui, et je dis, écoutez... Donc, et à ce moment-là, je rentre dans une explication que je ne vais pas vous faire parce qu'elle a été faite de multiples fois depuis ce matin, mais sur la question du champ de la science par rapport au champ religieux, et aussi en démontrant, je dirais, non seulement que évidemment, la science cherche à expliquer des événements naturels par des explications naturelles, et que
et que donc on n'incorpore pas de causes transcendantes dans nos explications scientifiques, mais qu'à l'inverse, non plus, la science ne cherchait pas, ne se prononçait pas, et que ce n'était pas de mon domaine de me prononcer sur l'existence de Dieu ou pas, la validité de leurs croyances religieuses, et que tout ça allait rester bien séparé, et que moi je ne leur demandais pas d'abandonner quoi que ce soit, de trahir quoi que ce soit, pour étudier la théorie de l'évolution. Tout ça est un grand discours épistémologique, un peu philosophique, etc. C'est un peu dur le vendredi après-midi pour ces jeunes filles. Donc il y a, je dirais, 15 secondes de silence, et puis, comme si tout d'un coup, tout le monde respirait, la jeune fille qui me dit « Alors, bon bah alors ça va ». Et puis les bavardages ont repris, j'ai donné mon cours, comme j'ai pu, comme d'habitude, en vendredi, en dernière heure, et j'ai plus jamais eu aucun problème sur ce sujet, avec cette classe en tout cas. Donc tout ça c'est pour dire que, au bout du compte, il y a aussi... ce que je veux en tirer de cette anecdote, c'est pas de dire il n'y a pas de problème, etc. Mais à nouveau, je pense qu'il y a parfois de simplement lever l'ambiguïté, de resituer la séparation des champs, peut permettre vraiment de pacifier les choses. Et c'est pour ça que je dis ni eux ni nous. Si j'étais rentrée dans une confrontation en disant « mais vous allez, ici c'est la classe de sciences, c'est nanana, et vous allez écouter », je dirais à ce moment-là, on rentre dans une rigidification des positions, qu'elle soit la mienne ou qu'elle soit la leur, et à ce moment-là, je pense que c'était perdu. Donc voilà, enfin je pense que ça c'est le premier exemple que je voulais vous donner. Un autre exemple, c'est l'exemple d'Omar. Donc c'est super, j'avais prévu de vous montrer aussi, il y a une petite capsule qui correspond exactement à la vidéo qui a été montrée par l'intervenant précédent, je ne sais plus votre nom de famille, Joël Pierrebaume, mais je ne remontrerai pas puisque vous l'avez vu dans son intégralité. Donc Omar et Zakaria, qui était le garçon qui était assis à côté de lui, là on est dans une situation un peu différente. Donc en fait, ces deux garçons étaient dans une classe de 6e année de la filière des techniciens d'industrie chimique. Et je les avais en fait dans 2 cours, chimie organique et biochimie, dans le cadre du cours de biochimie, je faisais de la bio et je voyais aussi la théorie de l'évolution. Et je les avais 9 heures par semaine. Donc c'était des jeunes que je connaissais très très bien. Et qui me connaissaient très 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 bien. Ça faisait la 2e année que je les avais énormément d'heures par semaine. C'était un super groupe, vraiment très chouette. Et évidemment, là, quand on voit cette scène télé, c'est très intéressant parce que, je ne sais pas si vous avez entreaperçu, mais quand même, pendant qu'ils sont filmés, on voit qu'ils grattent, hein, ils écrivent, ils font des exercices. Si on avait pu voir en zoom ce qu'ils faisaient, et si la télé avait filmé ce qui s'était passé pendant la demi-heure avant le moment où Omar est interpellé, en réalité, ça faisait une demi-heure que je leur faisais comparer des échantillons, qu'on regardait la structure de la cellule, végétale, animale, le squelette, pas de grenouille, mais de chauve-souris, de singe, de poisson, et que... à chaque fois, j'avais pensé, j'étais, mais alors, que peut-on voir? Ah oui, mais on a une structure du squelette qui est extrêmement semblable. Mais alors, quelle hypothèse pouvez-vous suggérer? Et que les élèves me disaient, ah mais peut-être qu'ils ont un ancêtre commun. Ok. Et puis la cellule, là, on voit, il y a des noyaux, il y a des mitochondries, etc., etc. Et que pouvez-vous me proposer comme hypothèse pour... ah mais peut-être qu'en fait, tous ces organismes partagent la même organisation cellulaire parce qu'ils dérivent d'ancêtres communs. Oui, et puis ainsi de suite, avec la séquence de l'ADN, etc., etc. Et on était arrivé à ce moment-là, j'entamais en fait le chapitre d'évolution, j'avais juste pas dit que je parlais d'évolution. Donc j'avais pas dit, nous allons voir la théorie d'évolution. Mais j'étais partie à partir de ces documents. Et donc, y compris Omar, y compris Zakaria, que vous avez vu là, dans la télé, m'avait expliqué que si ces animaux, si ces cellules étaient si semblables, c'est parce que les organismes qui les portaient dérivaient d'ancêtres communs. Les mêmes gamins que vous avez vus juste un instant après. Et donc, alors après, peut-être qu'ils voulaient me faire plaisir, ils m'aimaient bien, moi je les aimais bien, tout ça, enfin, ils voulaient pas me décevoir, j'en sais rien, j'ai pas les mécanismes qui se... Mais, et puis à un moment donné, la journaliste vient et lui dit, mais qu'est-ce que vous pensez de la théorie de l'évolution? Et qu'est-ce que c'est encore? Ah, mais c'est la théorie par laquelle l'homme descend du singe, mais moi, et puis blablabla, bla, 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 le discours est ensuite, je dirais, tout fait, une espèce de discours prêt-à-porter, et ensuite dévidé par Omar. Et puis Zakaria, qui essentiellement était un peu suivait beaucoup Omar, répète la même chose qu'Omar, parce qu'il est sous les yeux d'Omar, et que l'un et l'autre doivent... Mais donc en réalité, tant que je les mettais au travail, face à des documents scientifiques,
face à des observations scientifiques, je veux dire, ces gamins ont un cerveau qui fonctionne comme vous et moi, et ils étaient capables d'en tirer les choses qu'il faut en tirer, et ils se mettaient au travail. Il n'y avait aucun problème. À partir du moment où on dit « choisis ton camp », ah bah à ce moment-là, ils choisissent son camp. Et donc, là aussi, c'est là que je veux revenir sur ce titre, ni eux ni nous, bien au contraire. Je pense que c'est une chose aussi qu'on peut garder en tête sur le fait de réfléchir à comment permettre à ces gamins de se mettre au travail sans avoir l'impression qu'ils doivent choisir un camp. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Parce que si on laisse après le processus se dérouler et eux-mêmes se construire un savoir, apprendre des notions scientifiques, sans avoir à se retrouver à dire « Ah, mais moi, je choisis papa, maman, je choisis l'école, fondamentalement », eh bien, on laisse peut-être un espace à ces jeunes pour articuler leur propre combinaison de choses qui vont prendre d'une culture ou d'une autre. Donc ça, c'est comme ça que, en tout cas, moi, je le vois. Alors, peut-être ce que je voulais aussi donner comme éclairage supplémentaire par rapport à Omar, c'est que la suite de cette émission, donc moi, je n'avais pas prévu cet effet un peu piégeant de l'interview de la journaliste, qui ne l'a pas, évidemment, qui ne l'a pas fait... Enfin, qui ne l'a pas fait exprès, en même temps, pour faire une sorte pour faire une espèce quand même de digression, plus ou moins, en fait, parce que tout ça s'est produit, ce documentaire a été tourné en 2009, il y a eu toute une série d'initiatives et d'échos dans la presse sur cette question de l'enseignement de l'évolution en 2009, parce que c'était les 150 ans de la publication de l'origine des espèces et qu'on en a beaucoup parlé à cette époque-là. J'ai eu, à un moment donné, j'ai été interviewée à la même époque par une journaliste d'un journal flamand qui était pas Het Morgen, un autre, je ne me rappelle plus, peut-être le Standard, oui. Et c'était l'interview, la nana était super sympa, hein. Franchement, on a discuté, c'était super chouette. Et puis, je lui raconte comment ça se passe dans les classes, et puis 10 jours après, elle me téléphone et me dit « Écoutez, je suis vraiment désolée, mais mon rédacteur en chef a décidé qu'on ne publiait pas votre interview parce que finalement, il n'y a pas de sang, pas de larmes, pas de cris, pas de... Donc, c'est pas intéressant. » Voilà. Donc, il faut aussi se rendre compte de ça, c'est-à-dire que, enfin bon, de nouveau, moi, je n'ai pas fait d'études, je trouvais extrêmement intéressant ce qui est, je dirais, la vue globale qui ressort aussi des travaux de José Luis Wolfs, mais mon expérience à moi, c'était une expérience locale dans les écoles. Je veux dire, évidemment, je ne prétends pas qu'il n'y a pas de problème plus rude ailleurs, mais voilà, je pense qu'il y a parfois peut-être un montage médiatique. Je veux dire, c'est la même année où le VIF a publié un dossier avec donc en pleine page, enfin la couverture du VIF, c'était comment l'islam gangrène l'école. Je pense que ça aussi, ça n'est pas nécessairement la chose la plus utile, la plus constructive et qui permet de débloquer des situations, comme d'ailleurs de parler, éventuellement, si je peux me permettre, de parler de choc. Moi, je serais très prudente en maniant ce type de concept. Et je voulais peut-être revenir sur... je remets les lunettes maintenant, c'est les transitions, je suis désolée. Mais elles ne sont pas exactement à ma vue non plus, donc je ne sais pas non plus. Oui, voilà, oui, si, je me suis un peu perdue parce que j'étais allée sur cette histoire de la journaliste flamande, mais donc le truc aussi intéressant pour en finir, donc pas en finir avec Omar, ce qui serait un peu rude, mais en finir au sujet d'Omar, c'est que, en fait, Omar, pendant toutes ses récrés, ça c'était au mois de janvier, pendant toutes ses récrés, pendant toute la fin de l'année, est allé passer ses récrés dans la pièce informatique de l'Institut, pour lire sur l'évolution, parce qu'il voulait absolument me convaincre que l'évolution n'existait pas. Mais ce qui veut dire que ce gamin est le gamin qui a le plus lu et le plus étudié, parce que je lui ai filé des documents scientifiques, pas seulement des vidéos sur YouTube comme celles qu'on a vues jusqu'auparavant, mais qui s'est le plus documenté et qui a le plus appris sur l'évolution de tous les gamins qui sont passés, entre guillemets, entre mes mains ou dans ma classe. Donc, je veux dire, c'était pas après ce que Omar en a fait, ça c'est évidemment une autre question, et ça m'amène aussi... quand je dis de nouveau le ni eux ni nous, je pense qu'il faut, je dirais à la fois, bien entendu, éviter l'écueil de se censurer ou d'éviter ou d'enseigner l'évolution à l'école, ça c'est évident, mais de l'autre côté, il faut aussi faire attention dans la manière dont on peut
le transformer en une espèce de foi qu'il faudrait promouvoir. Et je pense que ça, c'est... Et je pense à ça parce que justement, à la même époque, donc j'ai une collègue prof de morale qui m'avait interpellée en disant « Oui, mais ils apprennent, ils ne contestent pas, ils sont sages, ils prennent note et ils réussissent les interros. Mais comment est-ce que tu sais qu'ils croient vraiment à la théorie de l'évolution ?» J'ai dit « Ah, ouf !» Moi, je ne suis pas directrice de conscience, je ne suis pas curée, voilà, je ne suis pas curée laïque, je ne vais pas aller sonder leurs âmes pour voir si vraiment, au fond du fond, au bout du bout, ils croient dans la théorie de l'évolution, d'autant plus qu'il ne s'agit pas ici, justement, tout mon boulot, c'est de leur permettre de comprendre et de réaliser qu'il ne s'agit pas de croire ou de ne pas croire, et qu'on est dans un tout autre registre, et je pense que collectivement, les enseignants, qu'ils soient de sciences ou pas de sciences, devraient pouvoir être peut-être un peu mieux informés sur ces enjeux-là aussi. Voilà. Et je reprends les lunettes, excusez-moi. Donc voilà, donc je pense que j'ai à peu près terminé tout ce que j'avais à dire. Toutes les solutions qui ont été proposées, enfin les pistes de solutions qui ont été proposées, en particulier de vraiment peut-être adresser, je pense que c'est un anglicisme, mais aborder de manière frontale ces questions de connaissances scientifiques versus, enfin, modèle d'explication du monde scientifique versus religieux versus philosophique, etc., tels que les ateliers qui sont faits à l'Athénée Gatti-Gamon, qui ont été mentionnés par José Luis Suarez ce matin. Moi, je pense que ça va vraiment dans la bonne direction et que ce serait vraiment utile. Mais je pense que pour que ça puisse se généraliser, on arrive là à la question qui a été abordée plusieurs fois de la formation des profs, parce que c'est quand même... Enfin, on n'est pas nécessairement hyper bien outillé pour aborder ces questions. Pour parler pour moi-même, je veux dire, quand j'ai étudié la biologie à l'ULB, j'ai jamais eu de cours d'épistémologie, de cours d'histoire des sciences, et donc c'est incroyable qu'on forme des générations de scientifiques qui n'ont aucune notion de où se situent les sciences dans le champ des connaissances et de réflexion sur le champ d'existence, le monde, enfin voilà. Et enfin, voilà, et donc ça me ramène à mon titre dont on disait, et je vais conclure là-dessus, dont vous disiez que c'était un peu particulier, ni eux ni nous, bien au contraire, pour une normalisation de l'enseignement de l'évolution. Donc je pense que c'est important de pacifier cette question, de ne pas transformer l'enseignement de la théorie de l'évolution comme une espèce de champ de bataille où les identités viendraient se confronter, qu'on puisse le remettre dans le domaine où il appartient, qui est une théorie scientifique qui vise à donner une certaine lecture du monde naturel. Et peut-être qu'une des pistes, la seule piste dont je n'ai pas entendu parler aujourd'hui, et que je voulais quand même évoquer, parce que je pense que c'est quand même un enjeu, et donc c'est vraiment une question un peu didactique, c'est que enfin, ça a été légèrement évoqué en fait. C'est que dans l'état actuel, ou en tout cas à l'époque, parce que ça fait maintenant quelques années que je ne suis plus dans l'enseignement secondaire, mais quand moi j'étais élève, et probablement vous aussi, on voyait l'évolution en fin de réto, donc comme un chapitre séparé à la fin du cours de biologie. Donc on avait, pour l'instant, ou il y a quelques années en tout cas, c'était dans le programme en réto, où après la génétique, la théorie cellulaire, donc en sixième, on faisait souvent oui, la structure de la cellule, la génétique et puis l'évolution. Et donc, qui était en plus abordée sur une perspective au départ très historique, la Marx versus Darwin, vous en parliez tout à l'heure, non ? Et étant donné qu'en réalité, la théorie de l'évolution, c'est pas une espèce de dérivatif de la biologie. Mais en réalité, c'est la théorie qui structure la biologie telle qu'on l'aperçoit actuellement. Je pense que c'est un problème. Je pense que plutôt que de dire, bon, maintenant on va étudier l'évolution, ces concepts d'évolution, non seulement de parenté des êtres vivants et de classification, mais aussi des mécanismes de l'évolution, devraient percoler à travers les cours de biologie depuis l'école primaire. Et je pense que ça éviterait de lui donner ce statut d'exception, où après ça devient une espèce de chiffon pour lequel on se bagarre, et que ça permettrait peut-être aussi de contribuer à pacifier les choses. Voilà, tout à fait. Et voilà, je pense que j'ai fini. Merci.